Bonsoir, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans les locaux de la métropole. Beaucoup d'entre vous, sans doute, ne connaissent pas ces lieux qui méritent une grande attention parce que la métropole exerce beaucoup de compétences en fait. À chaque fois que vous montez dans un bus, à chaque fois que vous êtes dans un tramway, mais aussi à chaque fois que vous avez un emploi dans une entreprise ou bien à chaque fois que vous faites du vélo sur une piste cyclable ou beaucoup d'autres activités, vous dépendez de la métropole. C'est la métropole qui travaille pour vous avec l'ensemble de ces agents que je voudrais également remercier pour leurs engagements en faveur du service public métropolitain. C'est une première ce soir, parce qu'en fait, je crois, même j'en suis certain, il n'y a jamais eu de Facebook Live à la métropole depuis sa création, ni évidemment à la communauté urbaine de Bordeaux. Donc j'ai l'honneur d'inaugurer cet exercice. Je le fais avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un moyen d'être en contact avec vous. Et peut-être que une des grandes difficultés d'un appareil comme la métropole, d'une administration comme la métropole, c'est évidemment d'être un peu éloigné des citoyens parce que c'est des grands dossiers, on construit des ponts, on aménage des routes, on fait des pistes cyclables, donc évidemment, on a besoin de proximité et c'est une façon, c'est pas la seule certainement, mais c'est une façon de pouvoir un contact avec vous. Alors je vais faire un exercice un peu difficile puisque tout en vous parlant, je vais regarder aussi les questions qui me sont posées. D'abord, je voudrais vous remercier pour le grand nombre de questions que nous avons reçues là, depuis que nous avons fait cette publicité. Je vous le dis tout de suite, je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions parce qu'elles sont trop nombreuses, mais on ne va pas les laisser de côté. Voilà. Et donc, je prends l'engagement que d'une façon ou d'une autre, sur ce Facebook où il y aura, si vous laissez des commentaires, on pourra mettre des formulaires avec des liens et vous aurez des réponses à toutes vos questions, même à celles que nous ne pourrons pas aborder ce soir. Je vois que ce soir, il y a beaucoup de questions. Elles se répartissent sur les grands sujets. Je dirai un mot tout à l'heure du Covid, mais également sur la mobilité, qui est une des grandes responsabilités de la métropole. Comment faire pour mieux circuler dans la métropole? Comment faire pour circuler aussi avec un bas carbone, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'en fait, en respectant également la planète et en tant également les besoins des habitants. Ça, c'est peut-être la question majeure de notre métropole. Une deuxième question, c'est l'emploi. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crise qui est majeure, qui n'a pas encore toutes ses conséquences sur l'activité économique. Elle en aura des graves, et il y aura évidemment des entreprises qui vont fermer, des commerces. Je voudrais penser à tous nos commerçants qui ont beaucoup souffert pendant toute cette période, et donc on aura des emplois qui vont disparaître. Comment fait-on pour essayer d'en créer de nouveaux ou pour empêcher leur disparition, sans parler évidemment des grands sites comme celui de Ford par exemple. Et puis, évidemment, il y a une troisième question, mais au fond, c'est pas une question autonome, c'est une sorte de fil qui doit être le nôtre, qui est le fil de la transition écologique. On voit bien, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier, et il ne sera pas le même que celui de demain. Il ne sera pas le même que celui de nos enfants et que ceux qui vont nous suivre. Et nous avons cette responsabilité. Nous avons la responsabilité de permettre à nos habitants de vivre dans le confort de santé, dans le confort également des comportements. Et donc nous avons cette responsabilité. Et moi, je traduis une autre façon de créer, par exemple, des îlots de fraîcheur. Nous le savons, si nous laissons aller les choses, eh bien, nous aurons ici, là, dans vos communes, dans les 28 communes de la métropole, nous aurons la même température qu'à Séville. Voilà. C'est-à-dire à peu près 40 degrés. Bon. Est-ce que nous le voulons ou pas? Si nous ne le voulons pas, eh bien, il y a des mesures à prendre, on essaye de les prendre dans le respect de chacun. Et puis si nous ne le voulons pas, il y a aussi d'autres mesures qui consistent à rafraîchir, et rafraîchir, c'est de faire des îlots de fraîcheur, c'est à planter des arbres, à aménager des espaces, à faire en sorte que vous ayez des endroits où vous puissiez être à l'ombre et où la température diminue. Ça, c'est la qualité de vie, et pour moi, c'est la primauté. Pour moi, la priorité de la métropole, c'est d'assurer votre qualité de vie. Alors, peut-être qu'on peut regarder un peu déjà sur le Covid quand même. Euh, J'essaie d'être clair sur le Covid. Je me suis exprimé ce matin, je vois qu'il y a un certain nombre de retours aujourd'hui dans la presse ou même parmi des habitants qui me disent, mais alors, vous voulez vraiment qu'on impose le masque à tout le monde? Vous voulez vraiment qu'on reconfine? Vous voulez quand même vraiment? Bon. Mes propos ne sont pas ceux-là. Je dis simplement que nous avons une grande responsabilité. J'ai une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. C'est-à-dire que si on ne recourt pas aux gestes barrières, si on ne met pas le masque quand il le faut, eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, l'épidémie qui est en train de s'accélérer
va encore s'accélérer davantage. Et où on disait, mais elle s'accélère, mais les cas d'hospitalisation ne sont pas plus nombreux aujourd'hui qu'hier, c'est devenu faux. Aujourd'hui, on a un nombre d'hospitalisations qui augmente d'une façon très significative. Et donc, si on laisse aller, c'est-à-dire que ça dépend de nous, et bien si on laisse aller, oui, on peut aller vers des reconfinements ici ou ailleurs. Et vous savez que la Gironde est particulièrement concernée, on est en zone rouge. Donc vraiment, en début de ce Facebook Live, je voudrais faire cet appel, respecter les gestes barrières, c'est respecter votre santé, c'est pas nuire à votre liberté, c'est respecter votre santé et respecter celle des autres. Il faut que nous en soyons convaincus pour éviter des mesures plus contraignantes. Alors, quelles sont les questions qui arrivent? Ah oui, il y a une question de Marco. Et Marco, apparemment, il est Mérignacais. Donc, bonjour ou bonsoir Marco. Il me dit, vous êtes connu comme maire de Mérignac. Quel rôle le président de la métropole en plus du maire? Quelle proximité avec les habitants des différentes communes? Bon, ben, merci de votre question, Marco. En fait, une métropole, c'est un ensemble de communes. Et donc, c'est une gestion avec l'ensemble des maires d'une façon ou d'une autre. Et la métropole, elle est complémentaire de la commune. C'est-à-dire que nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous montez dans un tramway, c'est la métropole. Voilà. Si vous êtes sur une piste cyclable, c'est la métropole. Si vous allez demain franchir un pont, ça va être la métropole. Par contre, évidemment, les communes, c'est autre chose. Si vous rentrez dans une école, c'est une commune. Si vous allez au CCAS, c'est une commune. Donc, il y a un partage des compétences. Mais en même temps, tout ça est assez imbriqué. Donc la métropole, c'est le prolongement d'une certaine façon des communes, mais aussi avec une autonomie propre, avec des compétences qui sont particulières, avec un budget qui va friser bientôt les 2 milliards d'euros. Donc tout ça, c'est des sommes qui sont tout à fait considérables, beaucoup plus considérables évidemment que celles d'une commune. Donc la métropole, c'est les très grands sujets d'aménagement, si on peut parler comme ceci. Et donc c'est très complémentaire. Et moi, je vois entre mon activité de maire qui m'oblige justement à regarder voilà, le trou dans un trottoir, la propreté dans un centre-ville. Voilà, quand vous êtes maire, vous êtes obligé de regarder tout cela, une haie qui est mal taillée. Et puis en même temps, bah, il faut faire le lien demain avec la propreté à l'ensemble de la métropole, la question des déchets, par exemple, qui est tout à fait importante. Et donc c'est ce lien, et c'est ce lien que je voudrais essayer d'incarner, être à la fois un maire de proximité, j'espère l'être, mais on peut toujours s'améliorer, et en même temps devenir aussi un président de la métropole de proximité. Et ça, c'est pas une tâche facile, puisque je vous dis, nos compétences, en général, nous donnent un peu plus de distance et un peu plus de hauteur par rapport au quotidien de la vie de nos habitants. Mais notre préoccupation, c'est la vie des habitants. Ensuite, après, évidemment, beaucoup de questions sur le vélo. Alors, tous mes amis cyclistes ont dû peut-être se conjuguer, se liguer. Chez Monique de Talence, alors je connais une Monique à Talence, beaucoup de gens la connaissent, je ne sais pas si c'est Monique de Marco ou pas. Donc si c'est Monique de Marco, je la salue, si c'est pas Monique de Marco, je la salue aussi. Comptez-vous développer des pistes cyclables sur les grands axes des différentes communes? Maëva me propose une question sur les voies temporaires pour vélo et bus, sur les boulevards, ont-elles vocation à rester? Et William de Bordeaux, pourquoi ne pas réserver qu'une seule voie en double sens pour les deux roues sur les grands boulevards? Bon. Permettez-moi un propos peut-être introductif sur ce sujet. Moi, je suis convaincu, je l'ai dit tout à l'heure, que la mobilité, c'est notre grande affaire. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule solution en termes de mobilité. Voilà. Le piéton qui peut marcher, c'est vraiment un vecteur et je souhaite qu'on fasse un plan piéton très fort sur l'ensemble de la métropole. Et j'observe que le maire de Bordeaux est tout à fait d'accord d'ailleurs avec cette orientation. Un vrai plan piéton. Évidemment, si vous habitez Bordeaux, vous êtes plus concerné que si vous allez habiter une commune plus périphérique. En tout cas, il faut un vrai plan piéton. C'est pas rien, un plan piéton. On croit que c'est facile. C'est pas simplement enlever les voitures qui stationnent illégalement sur les trottoirs. C'est faire en sorte aussi que bah, vous êtes avec votre poussette, vous êtes avec votre fauteuil, vous puissiez passer, et là, vous avez tout d'un coup un poteau qui se dresse devant vous, un mobilier urbain qui vous empêche de passer. Donc c'est un peu plus quand même que de libérer les trottoirs des voitures, mais c'est faire aussi de l'enfouissement. Et puis c'est de donner des outils, c'est de faire que quand vous allez d'un endroit à un autre, vous sachiez combien de pas, par exemple, vous allez accomplir, et est-ce que vous allez à la fin de la journée réussir vos 10 000 pas qui sont conseillés
pour la santé. Et donc faire des itinéraires, et puis végétaliser aussi un certain nombre d'itinéraires pour que vous puissiez marcher à l'ombre, si vous me permettez cette expression. Donc évidemment, il y a le piéton, il y a le cycliste. On a fait beaucoup d'efforts, hein, quand même, la métropole depuis des années a fait beaucoup d'efforts. Et il y a eu vraiment, moi je souhaite d'abord que ce soit des vraies pistes cyclables. Je trouve que on n'a pas trop le choix, mais on bricole un peu quoi, en matière. C'est-à-dire qu'on prend un morceau de route, on prend un morceau de trottoir. Bon, on fait ce qu'on peut aussi, hein, la vérité, elle est là. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas mon rêve de ville cyclable. Mon rêve de ville cyclable, j'ai été à Copenhague, j'ai vu ce que c'était, c'est de vraies pistes cyclables indépendantes, larges, avec là aussi des panneaux pour indiquer la piste cyclable la plus rapide, un certain nombre d'outils aussi qui peuvent aider les cyclistes. Donc c'est vraiment avoir une ville cyclable comme on peut le faire à Copenhague. Donc oui, on va développer les pistes cyclables, on le fait là entre toutes les communes et on aura même, c'est Vélocité qui a proposé cela il y a quelques mois, de faire une sorte de périphérique de cyclables et non pas uniquement entre les communes de la périphérie et Bordeaux-Centre, mais il faut faire aussi entre les communes de la périphérie et Bordeaux-Centre. Bon. Alors, je sais qu'on va me dire, mais Monsieur le Président, vous êtes bien gentil, mais vous dites ça, mais en même temps, vous faites le contraire. Ben, je ne fais pas le contraire. Mais il y a les piétons, il y a les cyclistes, il y a les automobilistes. Pourquoi voulez-vous qu'on ignore la moitié de la population? Voilà. Aujourd'hui, les automobilistes représentent 50% des usages, encore 50%. Et vous savez, la part ne diminue pas trop, hein. Heureusement que les cyclistes augmentent, 4 à 8%, un peu plus sur Bordeaux, heureusement, mais en réalité, c'est au détriment des transports en commun, pas de la voiture. Ça, c'est quand même un phénomène à analyser, à réfléchir. Et donc, moi, je ne veux pas, il y a un excellent article qui a été publié dans Le Monde aujourd'hui, mais qui date d'hier. Moi, je ne veux pas, pour reprendre une expression de cet article, qu'il y ait une guerre entre le cycliste et les automobiles. Chacun a le droit au respect et chacun a le droit d'être écouté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire du vélo, ben, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui peuvent marcher, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et donc, il faut qu'on épouse tous les besoins. Et le rôle d'un président, c'est d'écouter chacun et d'essayer de satisfaire les besoins. Mais la politique cyclable sera une priorité et on y affectera davantage de moyens que dans les dernières années. Donc, on va déployer les moyens budgétaires. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vous savez, il y a un projet de téléphérique, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais peut-être que ça peut être aussi intéressant de voir que pour franchir le fleuve, on puisse prendre un téléphérique et qu'on puisse mettre d'ailleurs un vélo dans son téléphérique, et puis, parce qu'il faut aller au téléphérique, il faut repartir. Moi, je crois beaucoup aussi à tout ce qui est le transport fluvial, donc avec les bateaux cubes. On va acheter 2 nouveaux bateaux cubes pour faciliter tout ça, mais également, il faut des bateaux cubes, il faut des bateaux. Mais comment on fait pour aller au bateau? Comment on fait pour en sortir? Et donc là aussi, il faut le lier avec des pistes cyclables, et il faut le lier aussi avec des itinéraires piétons. Donc c'est un ensemble. Il y a même peut-être des trottinettes. Là, je connais un certain nombre de personnes proches de moi qui font de la trottinette. Bon, ben voilà, dans la mesure où il y a un respect de l'autre, dans la mesure où il y a des mesures de sécurité, ce serait bien aussi que tout le monde soit assuré en la matière. Ben je pense que tout ça est nécessaire. Il n'y aura pas une seule solution. Voilà. Et il y a des solutions qui nécessitent l'automobile et que, par exemple, parfois, ben oui, il faut faire une voie automobile là, du côté, par exemple, de Euler-Newton, pour ceux qui connaissent un peu les abords de l'aéroport. Ben, je pense qu'il faut une voie nouvelle et que, évidemment, il y a les transports en commun dont je n'ai pas parlé. Mais là, on a une vraie réflexion à avoir. C'est que les transports en commun coûtent très cher. Aujourd'hui, on a un budget de transport de la métropole 400 à 500 millions. Il y a beaucoup de projets de tramway. Il y a beaucoup de projets de BHNS. Je n'aime pas cette expression que personne ne comprend, mais qu'on continue à utiliser, mais de bus modernes, disons. Voilà. Eh ben, il faut tout ça, mais il faut aussi, dans le cas d'un budget là, ça peut pas être open bar, et donc il va falloir qu'on redéploie des moyens pour arriver notamment à augmenter la sécurité et le nombre de pistes cyclables. Donc vous voyez, c'est un vaste programme. Alors, ben, bonne question qui vient juste après sur la gratuité des transports. Bon. Voilà une belle idée. Franchement, quand on commence à regarder les transports, on se dit, mais ils sont fous là, mais pourquoi ils font payer? Il y a des embouteillages partout, que ça soit gratuit, les gens vont monter dans un tram ou dans un bus et il y aura moins de voitures et moins de vélos aussi. Bon. Pourquoi c'est plus compliqué que ça? On a des exemples. Le premier, c'est Dunkerque, hein, vous le savez, c'est Dunkerque qui a fait la gratuité. Mais Dunkerque avait une particularité assez lourde, c'est d'avoir un versement de transport considérable. Donc ils ont pu financer la gratuité grâce à ce financement.
On a plus près de chez nous mon ami Philippe Buisson avec Libourne et Lacali qui a fait la gratuité des transports à Libourne et dans toute l'intercommunauté. Mais pourquoi? Parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas de moyens de transport. Donc, il n'y avait aucune recette. Et la difficulté, c'est ça. C'est que dès l'instant où vous faites la gratuité, c'est pas gratuit pour tout le monde. La gratuité, c'est une expression. Mais il y a bien quelqu'un qui paye. Bon. Et si c'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable. Voilà. Il n'y a pas, en général, il n'y a pas d'autre choix que, ou alors la dette, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, s'il n'y a pas de gratuité, il y a bien quelqu'un qui paye. Donc, est-ce qu'on préfère que ce soit le contribuable qui paye, ou est-ce qu'on préfère que ce soit l'usager? Moi, je crois qu'il faut d'abord assurer une efficacité, une qualité des transports. Et si vous faites de la gratuité, mais que les transports, ils sont pas très confortables, ils respectent pas les horaires, il y en a pas suffisamment, personne va être content. Donc il faut maintenir un objectif d'abord de qualité des transports, de continuité des transports, de cadence des transports. Et puis après, il faut prendre en compte des situations. Au fond, la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, je pense qu'il faut qu'à ce moment-là, elle puisse avoir un transport gratuit. Et on va faire un régime de tarifs qui va dépendre demain du quotient familial. Donc, voilà, ceux qui n'ont pas d'argent là. Mais ceux qui ont plus d'argent, pourquoi ne payeraient-ils pas le bus ou le tram? C'est quand même une question qui peut se poser. Et donc, attendez, euh, donc on va regarder un peu tout ça. Mais vous voyez, la question de la gratuité, elle peut se décliner autrement et notamment pour une gratuité pour certaines personnes et pas forcément pour ceux qui peuvent payer de leur poche un billet de tram ou un billet de bus. Et à ce moment-là, c'est le contribuable qui le paye. Bon. Euh, et une autre question, quand les transports en commun seront en régie, mais là, ils sont aujourd'hui très largement sous la dépendance de la métropole, hein. Vous savez qu'on a TBM qui fonctionne, et puis ensuite, après, on a un délégataire, effectivement. Euh, Est-ce que la régie est la solution à tout? C'est la solution à certaines choses, hein. Par exemple, aux questions de transport, demain aux questions d'eau. Voilà. Mais est-ce que ensuite, après, parfois, il n'y a pas des gens qui savent bien faire parce qu'ils ont un métier, ils ont une expérience, etc. Est-ce qu'il faut tout passer en régie? Voilà, il faut. C'est moi, mon tempérament, c'est d'aller fort, déterminé, mais prudemment. Voilà. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais si on veut mettre tout en régie en même temps, on va se casser la figure. Et demain, il n'y aura pas d'eau qui sortira du robinet, et demain, il n'y aura pas de bus qui fonctionneront. Donc il faut y aller là, et notre priorité aujourd'hui, c'est de mettre l'eau, d'avoir une gestion publique de l'eau, et donc après, on pourra avoir d'autres questions. Béatrice, sur Messenger. Ah oui, c'était sur la gratuité, donc là j'ai répondu. Anne de Gradignan, l'extension de la ligne B du tram, voilà, oui, bah oui. Pourriez-vous expliquer vos intentions? Bon, euh, mes intentions, elles sont très claires. Je ne sanctionne personne. Je veux tout réexaminer. Nous voulons tout réexaminer. Je vous dis, pour une raison très expressive, on a un schéma des transports aujourd'hui qui est assez monstrueux en termes financiers. On dépense 4 à 500 millions par an. On va voir l'intégration du ferroviaire dans ce schéma. Et le ferroviaire, c'est des sommes de l'ordre du milliard, hein, pour faire du RER métropolitain. On pourra en parler tout à l'heure. Donc il y a un budget colossal. Bon. Après, il faut. Voilà. Et moi, je demande 3 critères, en fait. Et donc, on va rediscuter de tout ça. On ne va pas éliminer d'emblée, mais on va rediscuter avec 3 critères. Le premier critère, c'est la fréquentation. Est-ce que cette ligne va être très fréquentée? Est-ce qu'il y a un potentiel de fréquenter ou pas? Il faut comparer à d'autres. Bon. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le coût, évidemment. Et on a un critère là avec la valeur actuelle nette, qui est un bon critère d'appréciation. Donc le coût, hein. À qui ça sert? Combien ça coûte? Et puis je pense qu'il y a un troisième critère, c'est le bilan carbone. Voilà. Donc il faut que on juge après ces 3 critères et que là on dise, bah voilà, tel projet il coche ces 3 cases, on le prend. Ce projet-là il en coche aucune, on le prend pas. Celui-là il en coche une ou deux, on discute. Voilà. Et donc l'idée c'est de tout remettre à plat dans une vision globale de la mobilité. Franchement, on dépense beaucoup d'argent et est-ce que vous trouvez qu'on a réglé les problèmes de transport sur la métropole? Bien sûr que non. Donc il faut aujourd'hui qu'on remette tout à plat, y compris des décisions qui ont pu être prises avant le mois de juillet. Emmanuel de Périgueux, bon, bienvenue au Périgourdin. Est-il prévu des lignes de RER qui permettraient de libérer les arrêts de train à proximité de Bordeaux? Alors, Emmanuel, on y travaille. Bon.
C'est ce qu'on appelle la diamétralisation. On travaille que un certain nombre de trains qui arrivent en gare de Saint-Jean ne soient pas stockés à la gare Saint-Jean, mais puissent repartir après. Et donc, on puisse arriver d'un endroit, on va à la gare Saint-Jean, mais là, le train se poursuit, par exemple, vers Arcachon, vers Libourne, vers Langon, vers le Médoc ou vers le Blayais. Bon, ça, c'est une des grandes ambitions. Elle coûte cher, mais on y travaille avec la région. Et la région est un partenaire très important pour nous. On y travaille également d'une certaine façon avec l'État. On peut y travailler avec des intercommunalités. En tout cas, ça, c'est une grande ambition que nous avons. Est-ce que les trains qui viennent de Périgueux vont bénéficier tout de suite de ce système? Je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, on est dans une phase d'expérimentation. Et là, on regarde plutôt comment on peut lier Libourne, Bordeaux, le bassin, parce que là, on sait qu'il y a un potentiel de passagers considérable. Libourne, Bordeaux, Langon, parce qu'il y a aussi un grand pas, mais également Saint-Marien, qui est plus au nord, ou bien d'autres types de destinations. En tout cas, ça, et puis ensuite, après, on verra. Mais s'il y a des trains, par exemple, évidemment, les trains qui viennent de Paris seront concernés, mais un train qui vient de Périgueux et qui vient du centre de la France, effectivement, il peut être diamétralisé, c'est-à-dire qu'il peut continuer sa route ensuite après vers d'autres destinations. Mais là aussi, Rome ne s'est pas construite en un jour et on ne fera pas tout, évidemment, immédiatement. Une autre question, cette fois-ci de Céline de Bordeaux. Monsieur, pouvez-vous une priorité pour le développement d'un RER avec une ligne SNCF sur l'axe Bordeaux-Saint-André de Cubzac? Alors, je vous parle de mémoire. Euh, D'abord, on va avoir un RER qui va desservir tout le Cubzacais. Donc là, oui, on est en train de travailler à ça. Mais on travaille à autre chose. Dans le RER métropolitain, d'une façon peut-être d'ailleurs un peu maladroite, on inclut non seulement du ferroviaire, mais on inclut également des bus, des cars. Et vous savez que c'est un grand succès. On a mis une ligne directe entre Créon et Bordeaux. Ça marche du tonnerre de Dieu. Franchement, c'est remarquable. Il y a beaucoup de passagers, donc ça marche très très bien. C'est un vrai besoin. Et on a en étude aussi de mettre un car qui desservirait du Cubzaguais jusqu'à Bordeaux, donc pour rapidement arriver à faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité sur l'ensemble de nos territoires. Alors, maintenant, l'avion. Ah, voilà. Ah, une question méchante de Monique. Bon, je ne vais pas dire de quelle Monique s'agit-il. Comment pouvez-vous défendre la navette Bordeaux-Orly alors qu'il est plus rapide de prendre le TGV? Bon, Monique, bon, faut se dire la vérité, c'est pas vrai. Bon, voilà. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Tout dépend où vous habitez dans la métropole. Mais moi, je vous connais beaucoup de gens qui viennent d'endroits de la métropole, ou des gens qui viennent du Médoc, ou des gens qui viennent du bassin. Pour eux, c'est une catastrophe, la suppression de la navette. Parce que le temps d'aller à la Bordeaux-Saint-Jean et d'être confronté aux embouteillages de Bordeaux-Saint-Jean et d'être confronté aux problèmes de stationnement, je vous assure qu'ils mettent beaucoup plus de temps que la navette. Et puis après, il y a une sorte de légende urbaine, là, ou de légende ferroviaire. C'est qu'il n'y aurait que 2 heures entre Bordeaux et Paris. Oui, mais quand 2 heures? Pour certaines lignes, à certaines heures, mais pas d'une façon constante. Et parfois, on met plus de 3 heures pour aller. Bon, voilà. Donc, mais là, on a le droit d'avoir des désaccords. Et je vais vous dire ce que je pense vraiment. D'abord, je crois que on est maltraité par le gouvernement qui a lancé un peu cette information, cette décision sans vraiment nous concerter, sans du tout nous concerter. S'ils nous auraient concerté, on aurait expliqué que dans les avions, on ne trouve pas des gens qui vont pas aller boire un verre à Paris ou aller voir un spectacle à Paris. Ce qu'on trouve dans les avions, vous savez, moi, pendant toute une partie de ma vie, j'étais sénateur. Et donc, j'ai pris beaucoup les avions chaque semaine. Eh ben, je vous assure que dans les avions, vous trouvez des salariés. Voilà, des gens qui viennent du bassin aéronautique notamment, et qui vont à Paris. Et à Paris, où ils vont? Bah, plutôt dans le sud. Et donc, ça les amuse pas du tout d'aller à la gare Saint-Jean, d'aller ensuite après à la gare Montparnasse, et après de reprendre une voiture ou un autre moyen de transport pour retourner dans le sud. Et tout ça, parfois, ils ne peuvent pas le faire dans la journée. Donc, vraiment, il y a un fort mécontentement parce que ça ne correspond pas à la réalité et aux besoins de ceux qui travaillent. Bon. Mais qu'est-ce que je pense? Qu'il ne faut pas diaboliser la voiture, il ne faut pas diaboliser l'avion ou d'autres moyens de transport, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faciliter la vie du train ou des cyclistes. Moi, je pense qu'il y a une rupture à faire et qui est en train d'être faite, mais on ne le dit pas assez. C'est simplement qu'aujourd'hui, les motorisations changent. Et que même dans l'aviation, il y a un article, je crois, ce matin dans Sud-Ouest ou dans Le Monde, même là, on va vers des avions verts. Ça fait
rigoler les gens. Mais sauf que tous les spécialistes aujourd'hui travaillent sur des avions avec des biocarburants dans un premier temps, avec une énergie hydrogène propre, donc verte dans un second temps. Et voilà. Et donc on aura demain des avions propres. Et vous verrez qu'ils ont un grand succès. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a un succès des locaux. C'est pas parce que les gens ils ont envie d'avoir les fesses en l'air. C'est simplement parce que ça correspond à un vrai besoin. Et donc qu'il y a ce succès du low cost et pour les voitures également. Donc battons-nous pour qu'il n'y ait pas d'émissions de gaz à effet de serre. Le train aussi, hein, il produit des gaz à effet de serre. Et les moteurs électriques, vous le savez comme moi, mieux que moi même peut-être, c'est pas non plus une panacée. Donc il faut qu'on aille dans une ère décarbonée qui est bien au-delà d'un procès fait à l'avion ou d'un procès fait à la voiture. Mais notamment, regardons par exemple ce qui pollue davantage aujourd'hui. 30 à 40% des émissions à gaz à effet de serre, c'est l'habitat. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, eh bien, c'est de faire la rénovation énergétique des bâtiments. Là, on aura vraiment gagné une bataille si on fait ça. Mehdi me pose une question sur le métro. Bon, 1 kilomètre de tram, à peu près 20 millions. 1 kilomètre de métro, d'après les chiffres que j'ai, mais il va tout de suite être contesté, moi j'ai comme chiffre 100 millions. Je ne demande pas mieux qu'on me dise que ça ne coûte pas 5 millions et que ça coûte 50 à 80. Deuxième obstacle, si on fait le métro, on fait le métro, il faut de nouveau creuser le sol, il faut des empattements très considérables pour faire les arrivées, enfin l'entrée, les sorties des stations. Tout ça, évidemment, ça a des coûts et des nuisances majeures. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un métro? Peut-être qu'on a raté à un moment donné l'épisode du métro, hein, mais je me rappelle dans ma jeunesse qu'il y a eu une grande discussion sur le métro et qu'on nous a dit à ce moment-là que, par exemple, le sol bordelais n'était pas de qualité suffisante pour accepter des ouvrages de cette nature. Voilà, il y a eu des associations entières qui se sont mobilisées, vous avez peut-être ces souvenirs-là, et finalement, c'était Jacques Chaban-Delmas qui, à ce moment-là, occupait le siège qui est le mien aujourd'hui, et il avait renoncé au métro pour aller vers le tramway. Donc, est-ce qu'il faut réouvrir vraiment la page du métro, en sachant qu'en plus, si on rouvre la page du métro, on ne règle pas les problèmes tout de suite. Ça va nous mettre des années et des années. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant toutes les années? D'autres travaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des pistes cyclables? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être de nouveaux aménagements pour le tramway, ou en tout cas pour le BHNS, pour le bus. Donc, ce n'est pas la solution d'aujourd'hui, le métro. Est-ce que ce sera la solution de demain? J'espère que demain, on aura trouvé d'autres modes pour mieux se véhiculer dans la métropole. Ensuite, après, Aurélien, où en est-on sur le projet du pont Simone Veil qui a pris beaucoup de retard? Bon, il a pris du retard comme à peu près tous les ouvrages. Vous faites construire une maison, vous faites des travaux chez vous. Vous connaissez le résultat. On vous dit ça va être prêt dans 1 an, et 18 mois plus tard, vous y êtes encore. Donc imaginez à l'échelle d'un ouvrage comme un pont, ce que ça peut être. Et puis là, il y a eu évidemment des questions majeures qui se sont posées. Bon. J'ai de bonnes nouvelles, mais je voulais les garder pour mardi. Je fais une conférence de presse mardi. En tout cas, je le dirai mardi, le pont va reprendre, les travaux du pont vont reprendre, et la livraison ne sera pas si lointaine que ça. Voilà. Et dans des coûts qui resteront maîtrisés. Mais on a eu tellement de difficultés avec les ponts. Je voudrais saluer d'ailleurs mes prédécesseurs qui se sont beaucoup battus sur ce pont. Et aujourd'hui, grâce à ces actions, on peut arriver à avoir un pont Simone Veil bientôt. Ouais, je ne serai plus précis mardi prochain. Vaste question. L'équilibre entre la rive gauche et la rive droite sera-t-il pris en compte? C'est Clément qui me pose cette question. Oui, bien sûr. Bon. Jean Touzon m'en parle tous les jours. Il m'en a parlé encore ce matin. Bon. Bien sûr qu'il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un développement fort sur la rive gauche. Je le connais, je suis maire de Mérignac. Et qu'il y a moins de développement sur la rive droite. Et que même, il y a des difficultés ont tendance à se creuser plutôt qu'à se réduire. Bon. Et que dans ces difficultés-là, il y a évidemment des questions de transport, mais il y a des questions d'équilibre. J'ai proposé, il y a, je sais pas, 2 ans peut-être, le modèle qui a été le nôtre sur la rive gauche. On a créé une opération d'intérêt métropolitain sur la rive gauche autour de l'aéronautique. Je l'ai proposé en bureau de la métropole. Ça a été repris par Alain Juppé, qui était à l'époque président. Et évidemment, tous les élus de la rive droite soutiennent ce projet. On va créer une opération d'intérêt métropolitain sur la rive droite. Mais
il n'y a pas de miracle, hein. Il faut savoir sur quoi. Il y a deux possibilités. Autour du fleuve, il peut y avoir une économie du fleuve qui génère des emplois, ou bien autour de l'hydrogène, parce qu'on a des espaces pour accueillir. Il faut beaucoup d'espace, hein, quand dès l'instant que vous voulez produire de l'hydrogène. Donc on a cette possibilité-là. Oula. Mais c'est un combat qui doit associer à la fois la puissance publique, c'est-à-dire nous, mais qui doit associer aussi des partenaires privés. On ne fait pas du développement économique sans partenaires privés. Voilà. Ceux qui, à la fin, font de la production, c'est des acteurs privés. Donc il faut les avoir avec soi dès le départ, et ça, c'est le job sans doute de la métropole que de fédérer. En tout cas, oui, il faut réduire ces inégalités. Oui, il faut plus d'équilibre. Il faut regarder de nouveau la question des transports et du franchissement du fleuve. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Comment des TPE artisanales et locales, avec des offres durables, peuvent-elles se faire connaître auprès des services d'achat de la métropole? Oui, donc comment un artisan peut-il bénéficier des aides de la métropole? Je traduis ça de cette façon-là. Bon, il y a un service à la métropole, je ne l'ai pas en tête. Il y a un service, je sais pas si je sais que j'ai ça dans mes notes, mais je ne sais pas où. En tout cas, la métropole s'occupe du commerce et de l'artisanat. Il y a un service. Allez voir sur le site. Je pense que sur le site, vous allez le trouver. Est-ce que je vous trouve ça tout de suite? Voilà, vous pouvez aller à une adresse. Vous voyez, j'ai des gens qui autour de moi travaillent très bien. Il y a une adresse, bon, pour les TPE qui est, ben on va vous le mettre plutôt dans le fil de discussion. C'est dacp@bordeauxmétropole.fr. Il y a une autre, mais on va vous le mettre dans le fil de discussion, comme ça vous pourrez directement contacter les personnes qui s'en occupent. Bruno, sur Messenger. Le trafic de l'aéroport va-t-il continuer de baisser? Que comptez-vous faire sur la reconversion de l'industrie aéronautique? Ne regrettez-vous pas la ligne de tram qui va desservir l'aéroport? Donc, il y a trois questions en une, mais il y a un lien fort entre les trois questions. Le trafic à l'aéroport aujourd'hui est très plat. Il est à 40% de son trafic habituel et même parfois moins. Pour une raison très simple, hein. L'aéronautique est prise entre deux feux. Excusez-moi, juste des termes un peu techno, mais il y a une crise de la demande et une crise de l'offre. Il y a une crise de la demande parce qu'il y a moins de passagers. Bon, s'il y a moins de passagers, il y a moins d'avions. Et une crise de l'offre parce que il y a moins d'avions, il y a moins de production d'avions, il y a moins de maintenance d'avions à cause de la Covid. Donc des deux côtés, vous avez ni l'offre ni la demande. Donc évidemment, il y a un effondrement majeur. Mais vous verrez qu'il faudra 3-4 ans, hein, pour qu'on revienne à une activité semblable. Là, on parle du monde, hein, une activité mondiale de l'aéronautique, mais on pense qu'il y aura 3-4 ans pour retrouver cette activité. Bon, et quand on dit 3-4 ans, on sait que ça peut être un peu plus. Bon. Mais en tout cas, il y a un potentiel, et l'aéronautique, si vous me permettez cette expression, va redécoller. Bon, c'est une question de patience. Alors, est-ce que les investissements qu'on a fait pour la ligne de tramway étaient nécessaires? Oui, parce que je le dis, je le redis, mais on ne m'entend pas. On n'a pas fait le tramway pour les gens qui prennent l'avion. On a fait le tramway d'une certaine façon pour les gens qui prennent l'avion, bien entendu, mais surtout pour tous ceux qui vont dans une des zones commerciales, qui est la deuxième zone ou la première zone commerciale de la métropole, de Mérignac-Soleil, qui vont parce que là, il y a des bassins d'emploi considérables. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent là sur la zone d'emploi et qui travaillent aujourd'hui comme avant, hein. Ils n'ont pas été impactés par la crise de l'aéronautique. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils y vont à pied? C'est un peu difficile. En vélo, c'est possible parce qu'on a fait des aménagements, et notamment quand on fait un tram, aujourd'hui on fait systématiquement une voie pour les piétons et une voie pour les vélos, qui est une voie sécurisée et indépendante. Donc le tram, c'est aussi un outil pour aménager des pistes cyclables, mais également il y a d'autres personnes qui ont besoin, qui ne peuvent pas prendre le vélo, qui ne peuvent pas évidemment marcher à pied aussi longtemps, et donc là, le tram, c'est fait pour desservir cette zone commerciale et fait pour desservir cette grande zone d'emploi. Donc évidemment, il n'y a pas de regret. Il y avait une deuxième sous-partie de la question. Est-ce qu'on peut revenir à la question la reconversion irréversible de l'industrie aéronautique? Oui, mais Bruno, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'avenir pour l'aéronautique demain. Vous le croyez vraiment? Bien sûr que non. Regardez dans le monde entier, dès l'instant que les gens peuvent monter dans un avion pour aller quelque part, ils le font. Bon, ils le font parce que c'est la vie, parce que au fond, l'être humain est un être voyageur. L'être humain est un être mobile. Et donc, quand il peut prendre l'avion pour aller quelque part, et c'est bien parce que les voyages forment la jeunesse, mais les voyages
contribue aussi à connaître d'autres pays, d'autres cultures, et donc favorise d'une certaine façon la paix et lutte contre les ségrégations. Donc moi, je suis vraiment pour les voyages dans le monde, mais il faut évidemment qu'il y ait limité le coût en carbone, mais ça a tellement d'autres intérêts, le voyage, pour tellement de monde. Et vous voyez, je ne parle même pas des milieux d'affaires, là. Mais la mondialisation, elle est dans l'homme. Voilà. Depuis Marco Polo et depuis les premiers hommes, dès l'instant qu'un homme naît, il commence à marcher, il va voir de l'autre côté ce qui se passe. Et ben nous, on a été voir de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a été découvrir l'Amérique ou bien découvrir toute l'Asie. Donc voilà, c'est le propre de l'homme sans doute. Ne nions pas la nature profonde de l'homme qui est d'être un animal mobile, très mobile même. Et donc je ne crois pas, moi, à la fin de l'aéronautique, je crois à une nouvelle aéronautique demain qui produira beaucoup moins de nuisances à la fois sonores, hein, ça c'est très important. Là, je tiens beaucoup, beaucoup à ce que l'aéroport de Mérignac, qui est un peu archéo quand même, il faut le dire, même je peux enlever un peu, qui est franchement archéo, je tiens beaucoup à ce que l'aéroport de Mérignac devienne un aéroport éco-responsable et qui pense aussi aux nuisances sonores. Et donc pour ça, ça veut dire interdire les vols de nuit, ça veut dire réglementer les vols low cost qui n'ont pas forcément besoin d'être aussi nombreux. En tout cas, il faut prendre en compte notre environnement et nos habitants. Alors, une autre, la coopération territoriale se poursuivra-t-elle, notamment avec Angoulême? Bon, alors, je ne sais pas pourquoi Angoulême, mais euh, oui. On vient de parler de beaucoup de questions, et notamment des questions de mobilité, mais on pourrait parler des questions de logement, on pourrait parler de la question du logement étudiant. Comment trouver des solutions? On ne va pas les trouver tout seul. Il y a vraiment un processus gagnant-gagnant qui doit se mettre en place, c'est la coopération avec les territoires qui nous entourent. Si demain, Libourne est à 30 minutes, parfois je dis 20 minutes, mais bon, soyons plus prudents. Si Libourne demain est à 30 minutes de Bordeaux, eh ben, on peut, par exemple, imaginer qu'un certain nombre d'étudiants seraient d'accord pour aller habiter à Libourne plutôt que vivre chichement et parfois dans de très très mauvaises conditions à Bordeaux. Donc on peut trouver, et en accord évidemment avec les communes. Sur l'agriculture, il faut une agriculture de proximité. On ne va pas tout faire sur la métropole. Ça, c'est un vaste débat. Est-ce que dans la métropole, on va faire l'agriculture de proximité? Je crois que oui. Et moi, à Mérignac, par exemple, j'ai réservé des zones entières pour faire de l'agriculture de proximité. Je suis très satisfait que la façon dont ça se passe. Mais on ne pourra pas tout faire. Et donc, il faut qu'on ait une agriculture de proximité. Donc, il faut conclure des accords avec les intercommunautés qui entourent Bordeaux pour qu'on puisse ravitailler Bordeaux et en produits qui soient en produits bio ou quasi bio. Bon, moi, ça me paraît très important. Mais il y a beaucoup d'autres sujets, hein, évidemment le sujet de la mobilité dont on vient de parler tout à l'heure. Moi, je pense que là aussi, il faut regarder par cercle concentrique. Bon, qu'on regarde d'abord notre premier cercle. Et notre premier cercle, c'est quand même le cercle girondin. Et puis, j'aime pas qu'on me raconte des histoires. Bon, on dit que le partenariat avec Angoulême est tout à fait exemplaire. En quoi l'est-il? Je voudrais avoir un bilan de nos actions avec Angoulême. Je ne suis pas sûr qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, alors qu'il y avait des choses très, très alléchantes. Donc, si tout ça ne fonctionne pas, eh ben, il faut qu'on en tire les conséquences et à ce moment-là, qu'on redéploie notre coopération territoriale, d'abord avec nos Girondins et ensuite après, évidemment, avec toutes les autres villes de l'Aquitaine qui le veulent, mais ayons aussi une vision de proximité. Ensuite, après, Isabelle. Euh, en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, qu'est-ce que vous voulez faire en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'échelle de la métropole? Les grandes opérations d'aménagement déjà engagées vont-elles se poursuivre ou des évolutions sont souhaitées? Vaste débat, Isabelle, avec des points de vue très, très contradictoires, des caricatures que je connais bien. Je crois qu'il y a Stelou sur Twitter, la description du patrimoine immobilier individuel, ou Johan sur Talence, sur le site de Robert Piquet, mais ça, c'est une question un peu à part. Bon, mais sur l'urbanisme, vaste débat. D'abord, constatons une chose. Il nous manque aujourd'hui 30 à 40 000 logements. Il y a 30 ou 40 000 personnes qui demandent un logement qui ne l'ont pas. C'est l'équivalent de la population de Talence. Bon, c'est pas rien. Maintenant, on voit bien le ras-le-bol qui existe chez tous nos habitants qui disent franchement, ça suffit, on bétonne trop, on est trop dense, on est trop haut. Mais vous voyez bien la contradiction qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui demandent des logements qui n'en ont pas,
Moi, je peux vous citer beaucoup de cas où il y a des gens qui demandent des logements depuis 2 ans qui n'en ont pas, notamment du logement social. Et puis de l'autre côté, il y a les gens qui disent ça suffit, il faudrait fermer les portes de la ville, et ça, on ne peut pas le faire, évidemment. Ben, il y a une solution. Voilà. La solution, c'est de construire autrement. Et il y a des endroits où on peut construire, là notamment où il y a des transports en commun. Pourquoi? Parce que comme on sait que le premier problème, c'est la congestion automobile et que le deuxième problème, c'est le logement, autant construire des logements près des transports en commun pour éviter, pour permettre aux gens de ne pas prendre leur véhicule et de monter dans un tram ou dans un bus. Donc on peut construire, mais avec une condition qui ne peut plus être aujourd'hui amendée, c'est de mettre de la nature en ville. Voilà. Éviter cette contradiction entre le béton et la nature. Il faut du logement, mais partout où on fait du logement, il faut de la nature en ville, des jardins, des zones piétonnes, mettre des arbres partout. Il faut avoir une très grande. L'arbre, ça doit être notre symbole. Voilà. Parce que l'arbre, c'est pas qu'un arbre, c'est aussi le symbole de la biodiversité. Donc l'arbre doit devenir notre symbole, mais en même temps, il faut offrir du logement. Et puis, essayer de faire, ici, il faut qu'on voit avec les opérateurs, des logements de qualité, quoi. Aujourd'hui, quand même, il y a trop de logements. Trop de malfaçons, bon, donc il faut regarder ça. Il faut regarder comment on va arriver à faire en sorte que tout le monde puisse se loger avec des prix qui puissent être maîtrisés. Or, la métropole est tellement attractive qu'évidemment les prix se sont envolés, donc on y travaille beaucoup. On a aujourd'hui un certain nombre d'instruments qui devraient nous permettre d'acquérir de foncier et donc d'arriver à stabiliser les prix. Mais là, je vous le dis aussi, parce qu'il faut toujours dire la vérité, tout ça, c'est des années de travail, hein. Je ne peux pas vous dire que dans un an, ce sera mieux qu'aujourd'hui, parce que je vous mentirais. Voilà. C'est des années de travail, mais en tout cas, il faut aujourd'hui prendre cette orientation. Sébastien de Pessac, pensez-vous opportun d'instaurer un plafonnement des loyers dans la métropole? Oui, on va, et demain même, on a un bureau de la métropole demain, et au bureau de la métropole, j'ai inscrit l'encadrement des loyers, une expérimentation. Il fallait le faire parce que de toute façon, on avait jusqu'au mois de novembre pour être candidat, sinon après c'était terminé. Donc on va le faire. En fin de compte, vous savez que c'est l'État qui décide, mais nous, en tout cas, on va le demander. En fait, l'État décide et ensuite après les communes, si elles le souhaitent, elles mettent en œuvre ou pas. Donc la métropole, elle donne l'impulsion, elle donne la possibilité de le faire. Et ensuite, après, c'est les communes. Donc si une commune veut le faire, elle le fera. Si une commune ne veut pas le faire, elle ne le fera pas. Mais il y a des tensions quand même sur le marché immobilier. Mais je suis très attentif à faire en sorte qu'on n'obtienne pas le résultat contraire. C'est-à-dire qu'en encadrant les loyers, qu'on ne décourage pas non plus des investissements immobiliers qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont nécessaires. Mais il faut qu'on reste avec des loyers qui puissent être assumés par notre population. Pierre, quelle politique pour le logement des étudiants et des seniors sur la métropole? J'ai envie de dire, Pierre, que vous faites un bon lien là, entre les étudiants et les seniors. Peut-être qu'il y a peut-être des solutions à trouver intergénérationnelles où des seniors pourraient accueillir des étudiants avec évidemment des compensations, des services qui pourraient être rendus. Donc là, il y a une piste. Mais la situation du logement étudiant n'est pas acceptable. Bon, voilà. Après, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce que tout le monde va vous le dire, hein, que ce n'est pas acceptable. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai sans doute pas le dernier. Comment on fait? Le problème, c'est que le foncier coûte très cher. Il faut qu'on trouve des solutions avec l'université, mais l'université n'a pas beaucoup de là. Et il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut qu'on regarde avec des territoires périphériques où il y a plus de foncier et moins cher, pour qu'on arrive à voir comment, sans que ce soit perçu comme un exil par nos étudiants, comment on peut faire pour leur proposer du logement de qualité, des activités culturelles, des activités entre eux, et évidemment avec une très bonne liaison de transport avec les campus universitaires qui sont pour la plupart dans Bordeaux ou l'agglomération bordelaise, Bordeaux, Talence, Pessac. Donc c'est vraiment un sujet majeur, mais là aussi il n'y a pas de miracle, mais on doit avoir une très forte volonté et des pistes, et on a des pistes. Éric, l'aire de grand passage, journée le projet de l'aire de grand passage pour les gens de voyage sur la rive droite. A priori, sur Embarès et la Grave. Alors, je ne vois pas, Éric, pourquoi vous parlez d'Embarès et la Grave comme a priori. Là aussi, bon, allez, je me permets cette facilité de langage. Arrêtons d'être faux cul avec ça, quoi. Franchement, on est là, on pleurniche tous. Bon. Et en fait, il ne se passe rien depuis des années et des années. On a l'obligation, la loi nous fait obligation d'avoir 3 aires de grand passage sur la métropole. Pour l'instant, on a
qu'une aire de grand passage, c'est à Tourville, sur Bordeaux, sur des terrains qui appartiennent au port. Bon. Il nous en faut deux autres. Deux autres, à Pérignac, j'en ai proposé une, mais je vois qu'on s'enlise dans des négociations foncières avec le propriétaire, donc je vais proposer, et j'ai fait cet après-midi même avec Madame la préfète, une autre aire de grand passage qui appartient à la métropole, donc on aura la maîtrise du foncier dans des endroits qui prennent en compte les riverains, parce qu'il ne faut pas non plus être angélique. Une aire de grand passage, ça peut être poser pas mal de problèmes quand même à ceux qui entourent, donc il faut vraiment aussi respecter les riverains. Et donc on va là, et puis il nous en faudra une troisième. La troisième, spontanément, on pense à la rive droite. On dit bah, Bordeaux, rive gauche, donc rive droite. Bon, là, mes amis de la rive droite m'expliquent beaucoup de choses, hein. C'est que déjà, ils ont beaucoup de contraintes eux-mêmes, avec du logement social qui est plus important sur la rive droite que peut-être qu'ailleurs, et puis qu'il y a des terrains qui sont inondables, il y a des contraintes également qui sont très importantes, y compris du côté de Bassins, où c'est des contraintes industrielles, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on travaille à ça, on travaille à ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de terrain a priori. Je veux enlever a priori de décider, mais on travaille. Et on regarde aussi, d'ailleurs, je vais recevoir bientôt les associations des gens du voyage pour voir aussi quels sont leurs besoins. Parce que si vous aménagez des aires de grand passage et que les gens du voyage n'y vont pas parce que c'est pas ce qu'ils souhaitent, c'est pas bien placé, ça va pas. Mais donc là aussi, voilà, il faut que on peut pas leur demander d'être en règle sans que nous-mêmes nous ne le soyons. Voilà. Il faut d'abord qu'on montre l'exemple que nous aussi on respecte la loi. L'eau, Lydie. J'accueille avec satisfaction votre annonce de retour en régie du service de l'eau. On n'est pas mis un terme à la procédure de consultation des entreprises, c'est exact, et en ayant justement pour objet la concession, oui. Parce que là aussi, Lydie, je comprends votre étonnement. Il y a une procédure de concession, de consultation qui avait été lancée bien avant moi pour un renouvellement de la délégation de service public. Aujourd'hui, on ne l'a pas arrêté pour 36 raisons, mais notre volonté, elle est très ferme. Nous allons mettre fin à la délégation de service public. Je l'ai dit publiquement, je le redis là. Mais attention, je ne veux pas qu'il y ait une crise de l'eau demain. Et donc, tout ça met en beaucoup de modalités, beaucoup de précautions, parce que par exemple, quand vous allez passer à une régie, il faut que vous renégociez des contrats avec des fournisseurs pour avoir les produits qui sont nécessaires. C'est des mois et des mois. Il faut avoir le personnel qui est nécessaire. Donc, il faut qu'il y ait un accord social, parce que là, on va avoir des transferts de personnel du délégataire aujourd'hui. Dans quelles conditions vous allez le faire? Donc, tout ça demande beaucoup de temps. Mais en tout cas, d'ici à la fin de l'année, le Conseil de la métropole sera saisi pour mettre fin à la concession d'aujourd'hui et engager des pistes pour arriver vers cette gestion publique de l'eau, qui demandera un ou deux ans, hein. De toute façon, le contrat il se termine en décembre 2021, donc c'est à partir de 2022, mais il nous fera du temps, voilà, parce que imaginez que demain, vous ouvriez votre robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Bon, ce serait quand même une crise assez étonnante et un manque de responsabilité. Donc, je veux que ça se passe dans les meilleures conditions. Mais quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est créer un grand service public de l'eau. Mais ça, c'est encore un peu doctrinal, comme c'est une formulation un peu toute faite. Mais le but, c'est quoi? C'est de maîtriser le prix de l'eau et de faire en sorte que ceux qui ont besoin d'eau pour boire ou pour des usages qui sont de première nécessité puissent avoir de l'eau de qualité et de l'eau à un prix raisonnable. Voilà. Et on sait que les délégations sont souvent avec des prix supérieurs aux prix pratiqués par les régies. Et puis l'autre, c'est aussi la qualité de l'eau, et donc la gestion de l'eau et la gestion environnementale de l'eau. Alors, Sylvain. Ah, Sylvain. Quelle implication des citoyens dans les décisions? Ouais, ça c'est une vraie question. Et oui, je réfléchis beaucoup à ça. Moi, je suis un grand adepte en tant que maire, des réunions de proximité. Je fais des conseils de quartier, je me fais engueuler d'ailleurs dans les conseils de quartier, mais j'accepte de me faire engueuler dans les conseils de quartier et après d'ailleurs, ça ne m'empêche pas d'avoir été plutôt bien élu, bon. Et ensuite après, je fais des réunions de proximité en bas d'immeubles, donc je vais en bas d'une résidence et je discute avec les habitants. J'invite des habitants à la mairie tirés au sort et on discute et donc vraiment
pense que tout ça nous apprend beaucoup de choses et ne partons pas de l'idée que nous savons tout, que nous ne savons rien. Ça m'horripile tout à fait. On a beaucoup à apprendre de tout le monde, de nos propres agents déjà, hein, je dois le dire, mais également aussi de notre population. Bon. Mais comment on fait dans une structure comme une structure intercommunale comme la nôtre? Alors on a un conseil de développement, c'est 2D, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi, parce que là, on trouve pas la population, on trouve des sachants qui ont beaucoup d'investissements et qui nous apportent beaucoup parce qu'ils connaissent leur sujet et on a besoin de sachants. Mais comment aller plus loin? Bon, ça, on y réfléchit pour l'instant. Faire des conseils de quartier à l'échelle de la métropole, vous voyez que c'est pas faisable. Un Facebook Live comme ce soir, je trouve que c'est déjà une amorce, c'est pas une fin en soi, mais c'est une amorce. Il faut qu'on trouve, et moi je suis preneur d'idées. On fait des budgets participatifs, par exemple, dans beaucoup de communes. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un budget participatif métropolitain, mais qu'on voit comment on peut vraiment avoir des projets qui nous remontent des habitants, et sur une ligne budgétaire dédiée, comment on voit pour leur affecter les moyens pour conduire un projet qui soit quand même un projet d'intérêt général et qui corresponde aux compétences de la métropole. Alors, ensuite, Corinne de Saint-Aubin, la place de la végétation dans la ville. Elle doit être la meilleure possible. Voilà. J'allais dire la plus grande, mais je méfie de mes enthousiasmes. Mais la plus grande possible. Il y en a assez des villes bétonnées, bitumées. Bon. C'est pas ce que nous voulons et c'est pas ce que je veux. Et je connais pas beaucoup de gens qui souhaitent habiter uniquement des grands ensembles immobiliers. Bon, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de logements, mais il faut qu'on modifie notre urbanisme. Donc, je disais tout à l'heure, eh bien, par exemple, dans certains secteurs, on fait du logement, mais on fait 50% également d'espaces verts, de végétation, de cheminement doux, de jardins publics. Bon, moi, j'ai beaucoup de projets sur Mérignac de cette nature. Après, il faut bien voir hein, que tout ça n'est pas simple. Et j'aimerais bien aussi, quand même, permettez moi, de temps en temps de faire passer une petite phrase, que nos habitants s'y mettent aussi, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ils arrêtent de râler parce qu'il y a des végétations, des herbes trop hautes là, alors que on veut le faire parce que c'est aussi une façon de développer une végétation plus naturelle, ou bien que les gens aussi prennent soin de la propreté. Il y a trop de gens qui jettent leurs masques, il y a trop de gens qui jettent leurs cigarettes, il y a trop de gens qui laissent leurs chiens faire un peu ce qu'ils ne devraient pas faire n'importe où. Donc on a besoin de tous, quoi. Une qualité de vie, une métropole urbaine demain végétalisée, elle a besoin de tout, elle n'a pas besoin. Et voilà. Donc on va y travailler pour faire beaucoup de végétalisation. C'est un coût. Hein. En toute chose, ne croyons jamais que les choses sont gratuites, c'est un coût. Mais de toute façon, c'est un tournant qu'il faut prendre. Ensuite, après. euh, Ah, Thierry, voilà. Je ne sais pas si c'est un footballeur ou pas. Thierry de Talence me demande qu'est-ce qu'on va faire avec le Stade Mamut. Euh, Là, aujourd'hui, là, on est, je sais pas, mercredi, je n'ai pas la réponse. Voilà. D'abord, ça demande une vraie discussion avec le maire de Bordeaux. Et je souhaite cette concertation très approfondie avec Pierre Urmic, qui a des idées aussi précises, j'en ai également. Euh, Sans doute que le schéma actuel n'est pas forcément le bon schéma. Il faut savoir comment on en sort et comment on sort dans le meilleur état possible. Voilà. Donc, il y a plusieurs schémas, mais il y a certains schémas qui nous disent, bah, même si demain la Matmut n'était plus propriété de la métropole, ça coûterait très cher à la métropole. Ça, franchement, être perdant-perdant, c'est pas, je vois pas très bien l'intérêt. Donc, c'est un vrai sujet qui demande une réflexion technique très précise. Voilà. Donc, c'est pas des grandes discussions, c'est pas des grands élans, mais c'est un travail de dossier très, très précis à effectuer. Euh, alors, parc aquatique de Mérignac, je ne sais pas si c'est à Mérignac qui pose la question. C'est un stade nautique. Hein. On peut appeler ça parc aquatique. La métropole avait une particularité, ou deux particularités. D'abord, elle manquait de piscine, et deuxièmement, elle n'avait pas un grand équipement nautique, alors que vous en avez un peu partout en France. Mais pas trop d'ailleurs dans le sud-ouest. Donc l'idée, c'était d'avoir un plan piscine. Et donc ça a été voté par mes prédécesseurs, proposé par mes prédécesseurs et voté par
à l'unanimité, si j'ai bonne mémoire, par les conseillers métropolitains. Et donc ça, il y a un plan piscine pour permettre que on puisse avoir cette possibilité qui est très importante parce que ça touche souvent des milieux défavorisés en plus, hein, donc j'y suis sensible. Et mais en même temps, est-ce qu'on n'avait pas besoin aussi, on a un grand stade, on a une grande salle de spectacle et on n'avait pas un grand stade nautique. Donc l'idée, c'est que j'ai proposé qu'il y ait un grand stade nautique. Excusez-moi, mais je l'ai proposé à Mérignac, qui est la deuxième ville évidemment de la métropole, et ça a été acté. Donc aujourd'hui, les contrats sont signés. Ce sera un stade d'intérêt métropolitain, pas mérignaco-mérignacais. Il y aura un tarif qui sera un tarif métropolitain. Les contrats sont signés, donc tout est prêt. Ça a été retardé par le Covid. Les travaux devraient commencer, j'espère, avant la fin de l'année, en tout cas les premières mesures. Et on aura, voilà, j'ose plus donner de date, mais peut-être septembre 2023, le stade nautique ouvrira, mais voilà, n'est pas perdu dans les profondes eaux des piscines. Le stade nautique, il surnage. Alors, ensuite, après, alors on me dit que toutes les questions ont été traitées. Peut-être que certaines mériteront peut-être des explications plus précises. Excusez-moi de ne pas avoir été toujours précis, mais c'est un exercice aussi qui nécessite une certaine rapidité. Merci à Clément de me remercier d'avoir répondu. Euh, Quand est-ce que le conseil de développement de Bordeaux Métropole me demande va être mis en place le plus vite possible, hein, on y réfléchit. Mais pour l'instant, on est en train de remettre en place la métropole elle-même, les commissions qui cette semaine se mettent en place. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et oui, il y en a un, évidemment. J'ai oublié, si le tram fonctionne comme aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Ne dites pas ça quand même. Le tram fonctionne plutôt bien. Mais on a eu un tram très ambitieux avec notamment ces lignes, avec cette alimentation par le sol qui pose beaucoup de difficultés, qui nous a coûté très cher et qui, sur le plan technique, pose beaucoup de difficultés, mais qui est envié par beaucoup de monde. Mais globalement, voilà, il y a des progrès à faire, mais bon, catastrophe, peut-être que le mot est quand même trop fort. Euh, Nuisance récurrente des rafales. Bon, ben, les rafales, voilà, l'assemblage des rafales, c'était une grande chance pour notre pays, hein, quand même. Sur la balance du commerce extérieur, c'est assez significatif. Et donc, notre pays doit rester un pays industriel. C'est très important. Les rafales contribuent au fait que notre pays soit un pays industriel. Il y a des essais aujourd'hui, pas des rafales, mais des formations des pilotes de rafales qui sont déjà formés, mais ils sont un approfondissement de la formation. Bon, tout ça va, je pense qu'il y en a encore pour 6 mois. Et ensuite, après, il y aura d'autres solutions de formation qui n'ont pas pu être trouvées jusqu'à présent. Et donc, il n'y aura plus de rafales qui viendront faire des essais de leurs pilotes au-dessus de l'agglomération bordelaise. Voilà, écoutez, merci beaucoup à chacun de vous. On réitérera et on essaiera d'améliorer ce Facebook Live. En tout cas, moi, j'ai été très satisfait de pouvoir discuter en direct, quasiment en direct avec vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire preuve, à faire part de propositions. Voilà. Je trouve que c'est bien d'interroger, c'est bien de critiquer, ça fait partie de la démocratie. Mais si vous avez des bonnes idées, moi, je suis 100% pour les partager. Merci à vous et bonne soirée.